Bonjour Gaëlle, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Partage ton Burnout. Alors Gaëlle Baldassari, tu es consultante en psychologie du cycle menstruel et autrice du livre Kiffe ton cycle. Et je t'ai découvert à travers le sommet du cycle menstruel. Voilà, c'est le 4e sommet qui a eu lieu en juillet cette année et moi je l'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé ton message passionnant. C'est pour ça que j'ai eu envie de le partager aujourd'hui aux lecteurs de Partage ton Burnout. Merci à toi Gaëlle. Merci beaucoup Astrid de me recevoir. Effectivement, 4e édition déjà du sommet. Alors Gaëlle, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi pour que les lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore puissent en savoir un peu plus? Waouh, c'est vaste. Alors, ce que je pourrais dire sur moi, j'ai travaillé 14 ans dans la banque. J'ai fait un burn-out, mais je pense qu'on en parlera plus en longueur. J'ai eu la difficulté à avoir ma fille, donc j'ai fait un parcours de procréation médicalement assistée aussi. Et donc aujourd'hui, je travaille donc sur Kiffe ton cycle, qui est un projet complet. L'idée, c'est de réhabiliter le cycle menstruel pour que tout le monde sache que le cycle est quelque chose de positif. Voilà un petit peu, en résumé, ma vie. Et donc justement, tu l'as mentionné, dans ton histoire est passé le burn-out et ça fait partie des choses que j'ai trouvées incroyables et passionnantes dans la conférence que tu as faite. Quel lien est-ce qu'il y a aujourd'hui entre ton vécu, ce burn-out que tu as traversé, et puis la naissance de Kiffe ton cycle? Bah, le lien est assez à la fois total et pas très rapproché dans le temps, puisque après le burn-out, moi, je suis retournée au travail. Donc, c'est pas à ce moment-là que j'ai choisi de changer de carrière. Mais le lien est total parce que bah là, je voudrais un peu revenir en arrière du coup pour expliquer ce lien, parce que ce lien, moi, j'ai réalisé qu'il datait de l'adolescence. À l'adolescence, je sentais qu'il y avait des moments où j'avais besoin de ralentir, des moments où j'avais envie de me reposer, où j'émettais énormément de jugements négatifs sur moi. Et surtout, l'extérieur en émettait aussi beaucoup. Donc, dans l'environnement familial, c'était pas forcément bien vu de s'allonger sur un canapé et de ne rien faire pendant que les autres faisaient des choses. Et donc, ado, bah, j'ai déjà commencé par penser que je serais jamais adaptée à ce monde et que j'y arriverais jamais. Et de voir les adultes réussir à n'avoir que 5 semaines de congés par an et à avoir toujours la pêche tout le reste du temps, je me disais, ok, je suis peut-être juste inadaptée à ce monde, ça marchera jamais pour moi. Donc, tu vois, il y a déjà cette première phase de prise de conscience que j'étais un peu étrange. En tout cas, c'était ce que j'ai cru. Donc après, quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis dit, bah, faut que je fasse comme les autres. Donc j'ai bossé à fond. Et moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Donc je travaillais à fond, mais en plus, je faisais mes études en cours du soir. J'ai fait mon DVSS en cours du soir. Donc tu vois, c'était assez dense parce que les cours du soir, ça veut dire cours le soir, 3 soirs par semaine, plus le samedi toute la journée. Donc il me restait le dimanche pour me reposer. Et voilà. Mmh. Donc j'ai fait une carrière assez fulgurante dans la banque parce qu'une fois que les cours du soir étaient terminés, finalement, j'avais beaucoup de temps à consacrer à mon travail puisque je n'avais pas investi beaucoup d'autres choses dans mon environnement que mon travail. Donc j'ai travaillé énormément et en fait, je suis arrivée à une période où j'ai voulu avoir un enfant. Ça ne fonctionnait pas. Mon cycle ne fonctionnait pas et donc je suis rentrée en procréation médicalement assistée. Et dans tout ce gloubi-boulga qui est un mélange de... J'arrivais dans un poste dans lequel j'étais, pour la première fois de ma vie, dans une zone d'incompétence. Donc, je me disais qu'il fallait surtout pas que ça se voie et qu'il fallait surtout que j'essaye de rattraper le fait que j'étais incompétente à cet endroit-là. Donc, il y avait ça, plus les hormones que j'avais commencé à prendre pour la procréation médicalement assistée, plus un surinvestissement professionnel qui datait quand même depuis des années. Voilà, un jour, j'ai pas pu me lever. On retrouve les clés du burn-out dans ce que tu racontes, entre la C'est vrai. surcharge qui dure depuis en fait très longtemps, comme tu le décris, hein, cette partie-là qui vient rajouter une pression que tu dis, bah, je me sens inefficace, voilà, je suis dans une zone où je suis pas compétente, plus les hormones qui viennent rajouter une pression dans cet environnement. C'est ça, exactement. Donc à l'époque, moi, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones, parce que j'ai vraiment vu un avant-après au niveau des hormones. Ils m'ont répondu non, il n'y a pas de raison. donc, donc après le burn-out, quand je me suis relevée, j'ai commencé à faire des recherches sur l'impact des hormones. J'ai découvert qu'il était énorme, hein, que les hormones impactent énormément
notre psychologie, notre état d'esprit, notre humeur, notre énergie, donc beaucoup de choses dans notre corps. Et donc, tirant ce fil-là, j'ai tiré le fil de la compréhension du cycle menstruel. Et puis alors peut-être que parmi, les personnes qui nous regardent, il y en a qui ont du coup déjà fait un burn-out, j'imagine. Moi, en fait, quand j'ai terminé ce burn-out, donc après 5 mois d'arrêt total de travail, je suis retournée au travail et ça se passait plutôt bien pour moi. Globalement, les choses s'étaient bien mises en place. Mais par contre, j'avais dans un petit coin de la tête toujours très, très peur de retomber. Parce Mmh. qu'on m'avait dit: «Si tu retombes, ça sera encore pire». Du coup, j'avais une espèce de peur panique. Donc dès que, par exemple, je finissais à travailler à 21h parce qu'il avait fallu boucler un gros dossier, il y avait un truc à l'intérieur de moi qui se ressaisissait en disant: «Est-ce que demain je vais pouvoir me le lever?» quoi. Et tu vois, cette peur était assez inquiétante et ce que j'ai découvert, c'est que grâce à la connaissance de mon cycle menstruel et c'est ce dont on va parler, j'ai cette peur, elle s'est complètement évanouie et aujourd'hui, je travaille régulièrement. Encore ce soir, j'ai une interview qui se termine à 22h et hier soir aussi, puisque hier soir j'étais en interview en live, ça s'est terminé à 22h et malgré tout, je sais que, je vais pas retomber là-dedans parce que je me mets dans d'autres dispositions, parce que justement 5 minutes avant notre interview, là, j'étais dans mon canapé et j'étais en train de me reposer parce que je sens que j'en ai Mmh. besoin et donc j'ai appris quelque part à faire cette alternance entre les moments où je suis capable d'aller à fond et les moments où je suis capable aussi de me reposer et ça, mon cycle menstruel m'a beaucoup aidée à ça et c'est ça que je transmets aujourd'hui. Ouais, donc ça, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que l'idée, quand on sort d'un burn-out, c'est que parfois on a peur de s'investir, de se donner et en même temps avoir une vie toute plate où on s'investit plus, où on se donne plus, c'est pas top, quoi. Ah, c'est pas drôle. Presque ça mène à la dépression de se C'est dire ça, qu'on a une vie toute ouais. plate. Et donc, en fait, on peut se donner, mais par phase. L'idée, c'est de faire des pauses régulièrement. Euh, et j'ai trouvé ça super. Donc, moi, c'est ce que je dis dans Partage ton burn-out. Et j'ai trouvé ça super de le lier au cycle et la façon dont tu le fais. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu dis dans ton témoignage, que toi aussi, tu l'as vécu. Tu te dis, voilà, j'ai essayé d'être neutre, de pas trop m'investir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est le fait de se donner et d'avoir des pauses, comme prendre 5 minutes avant cette interview, par exemple, qui est important. Ah oui, parce que sinon la vie, elle devient vraiment pas drôle, quoi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, avec ma façon de voir la vie, j'avais l'impression d'être entrée dans un tunnel. C'est souvent ce que je dis, d'ailleurs, c'est ce que j'écris aussi dans mon livre. Cette sensation d'être entrée dans un tunnel où finalement, j'avais rétréci la possibilité des émotions, rétréci la possibilité des temps d'accélération, etc., de façon à surtout ne jamais prendre de risques. Mais au final, je me disais, waouh, mais finir ma vie comme ça, c'est pas drôle quand même, quoi. Et en même temps, je veux dire, pour rien au monde, je ne repasserai par ce par quoi je suis passée. Mhm. Donc ça, c'est le truc. Voilà, c'est comme, je sais pas si j'étais vaccinée ou j'en sais rien, mais la douleur a été tellement violente, ça a été tellement dur à vivre que c'est ce que je dis souvent. Je le souhaite pas à mon pire ennemi, vraiment pas. Et je sais que parfois c'est un mal nécessaire. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Mais c'est pas pour autant que je souhaite en repasser par là. Et donc, quelque part, voilà, de pouvoir lâcher cette notion de tunnel, de pouvoir de nouveau la faire exploser en investissant au contraire la notion d'alternance, pour moi, ça a été tellement libérateur. Et le cycle nous aide pour ça. Donc, c'est ça qui est génial. Alors justement, Gaëlle, comment le cycle peut nous aider dans cette alternance de pauses et de moments où on se donne? Dis-nous-en un petit peu plus. Alors, donc le cycle menstruel, dans ma façon de le voir en termes d'image, tu vois, j'aime beaucoup les métaphores, je trouve que c'est assez parlant. Je vois ça comme une vague. Et à chaque vague succède une autre vague. Voilà. Il y a un chiffre que j'aime bien poser. On va vivre à peu près 500 cycles dans une vie. Mm. C'est pas rien, hein. C'est quand même, c'est quelque chose qui va venir pas mal rythmer notre vie. Et donc, le cycle, en général, dans la société, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a quelques jours où on peut être énervé avant, voire avoir un peu mal au ventre, avoir des trucs pas très agréables. Ça s'appelle la partie prémenstruelle. Et puis, il y a les règles où on se débrouille comme on peut avec nos protections et nos douleurs. Voilà, de préférence en silence, parce que c'est tabou et que c'est Mm. intime. Et donc, ça, moi, c'est ce que j'apprends, se prendre la vague dans la tête tous les mois. Tu vois, on est balayé par la vague. Et puis, on ressort la tête de l'eau tant bien que mal. On se dit, bon, c'est bon, je ne suis pas morte, ça recommence. Et voilà, donc on se prend la vague dans la tête tous les mois, 500 fois dans une vie. Première proposition de la société.
Deuxième proposition de la société, ok, si c'est trop galère pour toi, ce que je te propose, c'est que tu prennes la pilule. Mhm. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on arrête de boire la tasse tous les mois. Par contre, on va se mettre un peu sur la plage et on regarde les vagues de loin. Petit inconvénient de la pilule, la pilule génère un petit peu ce tunnel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va un peu stopper des émotions. En fait, le cycle menstruel, c'est une énergie. Donc la pilule nous coupe de cette énergie-là. Et c'est vrai que c'est une énergie qui, pour pas mal d'entre nous, pour plein de raisons, parce qu'on ne nous l'a pas transmise, on la voit comme quelque chose de négatif. Mais voilà, ça nous coupe de ça. La pilule peut aussi favoriser, pour certaines et certaines personnes, c'est absolument pas une généralité, mais des problématiques de dépression, de se sentir triste, de baisse de libido et du coup d'avoir un peu la sensation que la vie est moins fun, quoi. Et puis bien sûr plein d'autres effets secondaires qui peuvent être beaucoup plus, même plus embêtants que ça. En tout cas, il y a des inconvénients aussi à prendre des hormones. Et donc, voilà les 2 propositions un peu classiques qu'on nous fait. Donc soit tu souffres en silence, soit tu prends la pilule. Et du coup, moi, ce que j'ai découvert, c'est que cette vague, c'est une énergie, comme je te l'ai dit, et on peut la surfer. Et on Mhm. peut décider d'aller utiliser cette énergie pour se réaliser, pour s'éclater. Et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à la problématique spécifique du burn-out, c'est que justement, elle va nous proposer, c'est vraiment les hormones qui vont nous proposer ça, hein. On a, en gros, si je simplifie vraiment en simplifiant fort, 2 types d'hormones pendant le cycle menstruel, les œstrogènes qui vont être un peu comme la pédale d'accélérateur du corps et la progestérone qui va être un peu comme la pédale de frein. D'accord. Et donc, on va avoir ces 2 hormones qui, en alternance, au cours de notre cycle, vont nous amener à avoir des moments d'accélération et des moments de décélération. Et si on les suit, si on ne lutte pas contre, on a finalement un processus qui est hyper intéressant pour justement garantir à la fois de s'éclater et d'avoir une vie très, très fun et à la fois des moments de repos qui vont nous permettre de nous ressourcer parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce que j'ai compris après le burn-out. Ouais, ça nous permet de suivre ces moments d'intensité et de pause. C'est ça. Et alors, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, qui suis indépendante, je visualise comment je peux m'organiser et comment on fait quand on est salarié dans une grande entreprise, qui a du monde autour de nous et que ça me semble difficile d'expliquer aux gens, ah ben là, je suis dans ma phase où j'ai besoin d'une pause, ou peut-être que c'est moi qui ai une croyance vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que toi t'en penses et qu'est-ce que tu recommandes aux personnes? Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas toujours évident. Enfin, ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés où c'est hyper cyclo-friendly, entre guillemets, et on peut arriver à dire, ah, je suis épuisée aujourd'hui. Parce que finalement, on va te faire confiance sur le fait que tu dis ça un jour et puis qu'un autre jour, tu vas être à fond et c'est OK. Mais honnêtement, surtout dans notre culture française, c'est quand même assez rare. Donc moi, ce que je conseille, et c'est ce que je transmets dans Kiffe ton cycle, que ce soit le programme en ligne ou le livre, c'est vraiment déjà de soi à soi-même. Hmm. Comment je me regarde moi quand je suis fatiguée, comment je me regarde moi quand je suis énervée, quel est le jugement que je porte sur moi. Donc déjà, la première chose, c'est de soi à soi-même de se réconcilier avec ça, parce que ça va être beaucoup plus doux vis-à-vis du monde. En fait, si un jour tu es fatigué, mais que tu es complètement OK avec ça, parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde après tout, mais si quelqu'un vient te voir en te disant: «Ah mais t'es pas à fond aujourd'hui», tu vas pas avoir une réaction, en fait, tu pas envie de masquer ça. Bah oui, c'est Hmm. vrai, aujourd'hui, tu as raison, je suis pas en grande forme. En même temps, je sais que c'est l'histoire d'une ou 2 journées où je vais me reposer et en fait, dans 2-3 jours, je suis à fond, donc je serai là, quoi. Et donc on est moins réactive, on va avoir moins peur que notre masque tombe. Parce que toute l'histoire, tu vois, de mon burn-out et du cycle menstruel, c'est le même problème. C'est que moi, qu'est-ce qui s'est passé qui m'a poussée au burn-out? C'était aussi la peur que ce masque que je sois démasquée, tu vois? Hmm. Et dans mon incompétence et dans mes sautes d'humeur, quand j'ai commencé la procréation médicalement assistée, j'avais tellement peur d'être démasquée que je pensais que ça serait inacceptable si Si j'étais c'était OK de le visible. vivre, quoi. Ouais, Hmm. c'est ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte après le burn-out, parce que moi, je suis retournée dans le même poste, au même endroit, avec la même hiérarchie qui m'avait posé les mêmes problèmes. Donc, j'ai tout fait pareil. La seule chose, c'est que moi, j'ai changé et que j'ai accepté de laisser tomber le masque et d'être telle que j'étais. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, à partir du moment où moi, je l'acceptais, c'était pas si difficile que ça de le faire accepter aux autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je transmets des astuces de communication. Tu vois, c'est important de dire, voilà, de pouvoir rassurer les gens avec qui on travaille, etc., sans avoir besoin de dire j'ai mes règles, par exemple. Parce que Oui. moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était pas quelque chose qui se faisait, tu vois.
Donc, encore une fois, il y a des endroits où c'est possible, mais il y a plein d'endroits où c'est pas possible. Donc, moi, je transmets des astuces de communication. Et puis après, c'est de nous à nous-mêmes. Enfin, moi, j'appelle ça le service minimum, tu vois, pour la période des règles, mais ça marche pareil pour toutes les autres périodes en fonction des appétences qu'on peut avoir. C'est comment je fais pour être présente euh, aux choses où j'ai vraiment besoin d'être présente aujourd'hui. Et ça, il n'y a aucun problème parce qu'on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. C'est hyper important de le dire. Il y a des moments où on est surcompétente, il y a des moments où on a plus d'énergie. Mais moi, quand j'ai mes règles, si j'ai booké une intervention où je fais une conférence devant 600 personnes, je ne vais pas arriver en leur disant « Oh, je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui. Ce que je vous propose, vous parlez entre vous, je me repose sur la scène. » Enfin, tu vois, je ne vais pas faire ça. Donc, c'est un peu la même chose, même si je suis indépendante. C'est un petit peu la même chose. Moi, mon cycle est irrégulier, donc je ne peux pas programmer à l'avance. Et j'ai de toute manière mon agenda qui est rempli à 3 mois, donc c'est mort. Je ne peux pas jouer, entre guillemets, avec ça. Par contre, c'est qu'est-ce que je suis obligée de faire quand je fais une conférence, par exemple. Je fais ma conférence, je suis présente sur scène. Alors après, j'explique plein d'astuces, mais on ne va pas avoir le temps de rentrer là-dedans, des ressources que je vais chercher, etc. Et puis, je fais le service minimum parce que j'ai peut-être pas besoin, après la conférence, de m'obliger à aller au cocktail si c'était pas, entre guillemets, obligatoire, ou en tout cas si c'était pas attendu. Bon, si je vais au cocktail parce que c'est attendu, je suis peut-être pas obligée de faire la fin de soirée suivie de la fin de soirée. Tu vois, en fait, je vais activer un peu le mode service minimum. C'est aussi qu'est-ce que je peux laisser de côté sans que ça pose de problème, qui pourra être fait dans 2-3 jours. Encore une fois, je sais que mon énergie va remonter, va même être énorme, et que je vais être capable de dépoter un truc de fou d'ici 3-4 jours, tu vois. Et pourquoi ne pas laisser toutes ces tâches qui n'étaient pas indispensables de côté? Que ça soit à la maison, parce que c'est aussi ça, on se préserve dans toutes les sphères, je dirais. Donc, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, on est tous à avoir des tâches obligatoires, datées, etc. Et des tâches qu'on peut décaler un petit peu de quelques jours sans que personne le voie. Donc, c'est vraiment ça, cette notion, ça va être de qu'est-ce que je peux faire pour ne pas m'obliger parce qu'on est lundi et que j'ai décidé que le lundi, c'est absolument ça que je dois faire. Et en vrai, c'est pas possible de le faire le vendredi pour cette fois. Tu vois, c'est ça. Mais après, moi, je recommande pas forcément d'exprimer son statut menstruel, même dans mon entreprise, même avec mes collaboratrices. Elles me le disent ou je le dis si j'en ressens l'envie ou le besoin, mais c'est pas systématique et c'est loin d'être obligatoire, quoi. Je pense que Ouais. c'est avant tout de se faire confiance dans notre capacité à gérer. Et en tout cas, dans ce que tu dis, je vois vraiment beaucoup de liens avec le burn-out, puisque déjà, il y a cette histoire de s'écouter. Quand tu dis, ça commence déjà avec soi, déjà s'écouter et se dire, voilà, dans quel état je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis capable d'être à fond? Est-ce que non? Et la deuxième dont tu parlais, c'est accepter de laisser tomber le masque et de se dire, c'est OK de ne pas être à fond aujourd'hui et on n'a pas besoin d'être top performant à chaque seconde de notre vie, en fait. Mais carrément pas. Et c'est même un problème, hein, de penser ça, de penser qu'on doit être tout le temps performante, parce que déjà, ça fait une machine à burn-out. On le voit aujourd'hui dans notre société. Et clairement, je pense qu'il aurait été plus utile pour mon entreprise que j'accepte d'avoir des temps où j'étais un peu plus fatiguée, plutôt que je fasse, voilà, je les abandonne quelque part pendant 5 mois, le temps de me reconstruire. Et encore 5 mois, ça a été relativement court par rapport à d'autres parcours. Et ça, quelque part, là, j'ai posé un vrai gros problème à mon entreprise. Alors que si je m'étais reposée avant, je pense que ça aurait été moins un problème. Donc oui, c'est vraiment ça. Et puis, en nous autorisant ça, on réautorise les autres. Si on est manager, par exemple, et moi, c'est ce que j'ai compris par la suite en revenant, c'est qu'aujourd'hui, en tant que manager, je ne vais pas exiger de mes collaborateurs d'être tous les jours à fond. Mais par contre, je baisse pas mon niveau d'exigence. En fait, la différence, c'est juste que je vais le manager sur un temps un peu plus long. Donc, on a tous des journées où on est à fond, des journées où on l'est moins. Et en tant que manageuse, je vais plutôt regarder un temps un peu plus long. Une durée. Moi, je trouve que la durée d'un mois, elle est pas mal, en fait, pour manager, pour justement amener la possibilité à mes collaboratrices d'avoir des moments up et des moments down. Et que dans tout ça, mon niveau d'exigence, l'exigence demandée soit faite. Ça te parle, ça, un petit peu? Ça me parle tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que tu m'as dit juste avant l'interview. Tu m'as dit, mais en fait, on parle de cycle, mais tout ce qu'on dit là, ça ne parle pas qu'aux femmes, en fait, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on Non, pourrait dire aux hommes?
Ben, la même chose, en fait. Nous, on a une chance inouïe, c'est vrai, pour celles qui ont un cycle menstruel, parce que tout le monde n'a pas de cycle, hein, pour plein de raisons, mais pour celles qui ont un cycle menstruel, on a une chance inouïe d'être soutenues dans ces ups et dans ces downs par justement l'énergie de cet oestrogène et cette progestérone qui nous permet, bah oui, je dirais, de soutenir le mouvement de fond et de nous amener vraiment à nous reposer aux alentours de la période des règles et de nous amener vraiment à ce qu'il y ait cette énergie qui remonte après les règles. Maintenant, les hommes, certes, vous n'avez pas cette chance-là, tant pis pour vous, mais exactement comme nous, parce que c'est le cycle de la vie en général. C'est un cycle qu'on va retrouver absolument partout. Par exemple, en hiver, vous sentez peut-être que vous avez plus envie de vous reposer, et nous aussi, hein, les femmes, ça c'est pour toute la nature comme ça. Et en été, plus l'envie d'être en relation avec les autres. Au printemps, en général, très très envie de mener des projets, des choses comme ça. Donc déjà, c'est de suivre ce cycle-là qui se présente à nous. Et puis, il y a un cycle dans tout. C'est-à-dire que le cycle menstruel, c'est une strate, mais on est fait de plein, plein de cycles. Donc, il y a déjà le cycle de notre vie. Hein, quand on regarde les gamins, moi, j'ai ma puce qui est capable de sauter pendant 1 heure et demie sur un trampoline sans s'arrêter. Comment dire que je vois bien qu'elle n'a pas la même énergie que moi. Donc, il y a clairement ce cycle de la vie, déjà. Et puis ensuite, il y a le cycle. Donc, on peut avoir le cycle des saisons, qui va être, tu vois, encore assez stable, assez profond, qu'on va tous et toutes vivre. Par-dessus, nous, on a notre strate cycle menstruel, mais par au-dessus, il y a encore d'autres strates qui viennent se mettre. Il y a le cycle de la semaine, par exemple. En fonction de comment on travaille, on n'a pas forcément la même énergie le lundi matin que moi, je me souviens d'une ancienne chef à moi qui, tous les lundis matins, était de mauvaise humeur. Bon, c'était le cycle de sa semaine. Et ça faisait pas d'elle une mauvaise chef. Par contre, le lundi matin, on évitait d'aller la voir, on le savait. Donc voilà, ce genre de choses. Et le vendredi, en général, on a un côté un peu plus ouvert, un peu plus à envie d'interagir avec les autres. Et puis, on va avoir le cycle de notre journée aussi. Moi, il y a des personnes qui me disent, j'ai l'impression de passer par toutes les phases plusieurs fois dans la journée. Et c'est vrai que bon, la digestion, en fonction de ce qu'on a mangé, on va avoir un peu de down, des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui commencent à mettre des salles de sieste, par exemple, à disposition. Et clairement, faire 20 minutes de sieste après le repas, pour celles et ceux qui peuvent, c'est assez idéal. Hein. Moi, je me suis autorisée à aller à l'infirmerie de mon entreprise, que ce n'était pas du tout accepté dans une banque. Hein, la sieste, c'est pas l'esprit. Quand j'étais enceinte, j'étais tellement épuisée que j'allais faire mes 20 minutes de sieste et je me suis dit: «Mais ça devrait tellement être proposé à tout le monde». Alors, tu vois, nous, dans notre bureau, on a une des premières choses que j'ai achetées après avoir acheté les bureaux et les chaises, j'ai acheté un canapé et j'ai dit: «Voilà, c'est possible, en fait, on a le droit, on a le droit de se mettre dessus, c'est une possibilité». Et donc, bien sûr, les hommes, vous n'avez pas cette strate du cycle menstruel, mais vous avez toutes les autres. Et vous avez tout intérêt à accepter et voilà, juste ces variations, encore une fois, c'est le vivant. Je veux dire, la nature renaîtrait pas au printemps si elle s'était pas arrêtée en hiver. Il y a vraiment cette notion. Puis il se passe plein de choses. En fait, c'est surtout ça que j'ai envie de transmettre, c'est que ces zones d'arrêt qu'on pourrait penser négatives, tu vois, le repos, comment je dis ça déjà? Le repos positif ou intéressant, en tout cas, moi, au début, quand on m'aurait dit ça, j'aurais dit: «Mais n'importe quoi, enfin, le repos, c'est avant tout du temps perdu». Et tu vois, en fait, les idées, moi, elles naissent là-dedans. Elles naissent dans ces temps où je vais me retirer un petit peu, où je vais me reposer aussi. Mais c'est aussi des moments où je vais faire le point pour pouvoir prendre des décisions par la suite, des décisions un peu apaisées, moins dans le feu de l'action. Et ça, c'est essentiel aussi par rapport à un burn-out parce que tu vois, moi, c'est dans ces moments-là que je prends les décisions de me dire, tu vois, quand j'ai mes règles, quand je suis en mode posée sur ma planche, j'appelle ça, ou alors voilà, fatiguée, c'est aussi un temps où je vais prendre les décisions de savoir, ok, ces projets-là, je vais peut-être les abandonner parce que, ok, j'avais commencé des choses parce que j'avais plein d'énergie, mais maintenant que mon énergie est plus faible, je me rends compte que c'est pas essentiel dans mon projet, que ça sert pas vraiment mon projet. Du coup, je vais les abandonner. Je vais m'autoriser même à revenir sur des décisions que j'avais pu prendre, où j'avais dit, allez, je fais, etc. Bon, non. Là, maintenant, quand je reviens de moi à moi-même, très en profondeur, à me reposer, à prendre du recul, je me dis que ça le fait pas. Donc, je vais m'autoriser à abandonner certaines choses. Et puis, je vais aussi faire mon plan d'action pour la suite. Et donc, quand l'énergie va remonter, eh bien, je vais avoir un plan d'action très, très clair où je vais pouvoir faire les tâches les unes après les autres. Parce que l'autre problème, quand on n'accepte pas de se reposer, c'est qu'au moment où l'énergie remonte, eh bien, on fait des choses dans tous les sens. Et à la fin de la journée, et ça, c'était clairement mon cas juste avant le burn-out, j'avais l'impression de faire plein de tâches dans tous les sens. Et à la fin de la journée, je me disais, mais j'ai pas avancé sur les gros dossiers que j'avais à faire.
j'ai pas vraiment fait avancer les projets importants. Mais alors, par contre, j'ai fait des trucs, voilà. J'ai fait des propositions à des clients que j'avais à peine vus. J'ai fait des trucs, voilà, un peu dans tous les sens. Et en fait, l'intérêt de cette zone de repos, donc la zone des règles, qui est une zone dans laquelle souvent on est amené à se reposer. Alors, c'est caricatural ce que je dis hein, dans la formation. Je transmets vraiment l'idée que chacune doit savoir où est-ce qu'elle en est de soi à soi-même et que c'est pas parce que moi je te dis que tu es fatiguée pendant tes règles que tu dois l'être. C'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, dans ces zones de repos, de ralentissement, eh bien, c'est des zones dans lesquelles on va pouvoir préparer nos actions futures et donc faire en sorte que nos actions futures soient efficaces. Elles aillent dans la bonne direction. On ait choisi vraiment ce qu'on voulait faire. Et donc, forcément, là, tu vois que les projets se mènent beaucoup plus facilement et on a beaucoup moins de risques d'aller au burn-out. Ouais, donc ce qui est super dans ce que tu dis, c'est que c'est l'idée de revaloriser, de reconsidérer cette pause. C'est pas une contrainte qui nous tombe dessus. On doit dire, bah, je suis désolée, en fait, je suis une femme, donc là, j'y arrive pas. Mais au contraire, c'est quelque chose de performant qui vient nous amener à faire le point, à se préparer pour le moment où on va pouvoir lancer les projets, avancer, dépoter. Donc en Ah, fait, mais c'est une c'est exactement chance, ça. quoi. Mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Et clairement, enfin, Kiffe ton cycle, mon entreprise, tout ce qui est en train de se mettre autour de cette entreprise ne serait pas né si j'avais pas eu ces moments-là de recul, de repos. Parce que tu vois, le premier nom de la formation, par exemple, c'était pas Kiffe ton cycle, c'était savoir utiliser ressources féminines, qui est un peu moins fun. Bah, justement, c'est dans ces temps de repos que je me suis dit non, mais ça, c'est pas si fun, ça me représente moins, etc. Donc, tu vois, sinon on a un peu un mouton qui court sans se poser de questions. Et là, sur ces temps de recul, moi, j'aime bien dire que j'ai l'impression que je suis sur la Lune et que je regarde mon projet qui est sur Terre, tu vois. Et que d'un seul coup, il y a plein de choses qui m'apparaissent en disant, OK, bah ça, ouais, cette direction-là, non. Et c'est là que je prends mes grandes décisions. Et aujourd'hui, et moi, c'est ce que je dis à mes clients, souvent, je leur dis, mais est-ce que tu as laissé passer un cycle entier pour ta prise de décision quand c'est possible? Tu vois, il y a des décisions, non, il faut les prendre tout de suite, on les prend tout de suite. Mais quand c'est possible, bah, passer par tout le cycle et se dire, tiens, bah, dans toutes ces énergies-là, OK, maintenant que c'est apaisé, maintenant que c'est passé par tout ça, quelle est ma vraie décision, tu vois? Parce que, par exemple, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter de prendre des décisions définitives quand on est trop émotionnel dans le tube. Donc, ce que j'appelle le tube de la vague, la zone prémenstruelle. Moi, je dis souvent que c'est le moment où il ne faut pas prendre des décisions définitives. Donc, ni les divorces, ni les démissions d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait une décision à ce moment-là? C'est quoi Alors, le risque? on peut la prendre, mais déjà, on peut la regretter quelques jours après. Donc, ça, c'est dommage. Il y en a, et c'est et je fais partie de ceux-là, qui sont très tentés de mettre les valises de monsieur sur le bord de sur le perron de la maison systématiquement. Le problème, c'est que maintenant, je le sais, je l'ai observé. 3 jours après, j'ai très, très envie qu'il soit avec moi, à mes côtés, même s'il y a des choses à régler. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux que je règle les petites choses plutôt que je fasse ses valises et qu'après, je le supplie 3 jours après de revenir. Et puis, dans une entreprise, quand on a claqué sa démission, le problème, c'est que c'est un peu moins facile que d'aller rechercher chérie en lui disant excuse-moi, maintenant j'ai mes règles et j'ai compris que j'avais peut-être un peu exagéré la situation. Donc, voilà, c'est une décision assez impactante. Je ne dis pas qu'il ne faut pas démissionner. Je ne dis pas que ça ne se fera pas forcément dans cette période-là, parce que c'est une période dans laquelle on a l'énergie du passage à l'action. Je dis juste que dans ces cas-là, ça vaut le coup d'avoir laissé passer un cycle entier pour savoir, voilà, si c'est OK dans toutes les phases, si quelques jours après, cette idée est toujours là, ou si finalement, c'est juste qu'il y a des choses à régler, parce que souvent, ce qui nous apparaît comme des choses énormes, catastrophiques dans notre vie, dans la période prémenstruelle, donc on ne les invente pas, ce sont des choses qui existent, mais on a tendance à avoir un peu noirci le trait. Et donc, d'une situation qui nous paraît inéluctable, où il faut absolument tout dégager et tout changer, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est une situation dans laquelle il y a des choses qui ne me conviennent pas, que je vais pouvoir faire évoluer. Et ça, c'est essentiel de les remarquer. Mais il n'y a pas forcément besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça, donc c'est un moment qui est finalement très riche pour venir identifier ces choses que peut-être on accepte et qu'on laisse passer dans d'autres phases. Donc c'est important de les repérer. Par contre, c'est pas forcément le bon moment de prendre une décision parce qu'elle sera peut-être trop radicale. C'est le risque, quoi. Bon, après, on s'en remet d'une décision radicale dans notre vie, mais c'est le risque. Et puis, ce qui est dommage, c'est que ces décisions radicales, elles nous amènent pas forcément à la construction de quelque chose de mieux. Tu vois, ça me fait penser à mon burn-out quand je te dis ça, c'est que j'ai décidé, en accord avec la psychologue d'ailleurs qui me suivait, de revenir exactement ce que je disais au début, dans le même poste, dans les mêmes conditions, après mon burn-out.
Et ça m'a servi quelque chose d'énorme, ça, parce que je me suis rendu compte qu'en ayant moi évolué, je faisais évoluer tout l'écosystème autour de moi. Et donc, quelque part, j'ai eu aussi beaucoup moins peur. Le risque, ça aurait été que je cristallise l'idée que je me faisais de la situation d'avant, le burn-out, Oui. et que j'ai très peur toute ma vie professionnelle ensuite de me retrouver là-dedans. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out avoir cette peur, hein. Dès que les hiérarchiques ou la hiérarchique recommencent à avoir un petit peu des choses qu'on avait vues, on commence à se crisper à l'intérieur et dire ah non, je retombe pas là-dedans, etc. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, toutes choses égales par ailleurs, j'avais cette possibilité de faire évoluer les choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, cette zone prémenstruelle nous révèle les problèmes. Mais si tout de suite, on passe à l'action et qu'on explose tout pour changer, pour ne surtout pas se confronter à ce problème-là, on ne se donne pas non plus l'opportunité de résoudre le problème dans la durée. Et du coup, on génère à l'intérieur de nous une peur que ça se reproduise parce qu'on ne l'a pas résolu. Et tu vois, moi, toute la différence, ça a été que comme je suis revenue au même endroit, ben, j'ai résolu le problème quelque part avant de changer par la suite de poste, mais j'ai résolu le problème. Et en résolvant le problème, j'ai acquis la certitude que je pouvais m'en sortir en résolvant les problèmes futurs. Ouais, ça t'a permis de nettoyer cette partie-là et de pouvoir commencer quelque chose sans en garder les peurs, en fait. Voilà. Alors, c'est pas toujours Parce que tu possible hein, parce qu'il y a quand même des environnements qui poussent au burn-out, qui sont des environnements franchement toxiques, dont il vaut mieux sortir avant, enfin, vaut mieux s'en sortir et se reconstruire à côté. Ça, c'est possible. Moi, j'avais, on va dire, un management défaillant, légère tendance à me renvoyer les choses sur la tête, alors que c'était conjoint, mais on n'était pas non plus dans un environnement hyper toxique. Il faut quand même toute raison garder. Mais ce que je veux dire par rapport au parallèle avec cette phase prémenstruelle dans laquelle on pourrait avoir envie de tout envoyer balader, c'est parfois apprendre à régler les choses nous donne beaucoup plus de confiance en nous plutôt que de casser, d'aller à la rupture et puis de reconstruire en se disant toujours ah, est-ce que je serais capable de gérer si ça me réarrive dans ma vie, quoi. Et donc finalement, en quoi est-ce qu'on pourrait utiliser notre cycle menstruel comme indicateur du burn-out? Alors ça, c'est une super bonne question. Pour moi, il est indicateur du burn-out. Déjà, si effectivement il s'est bloqué, comme c'était mon cas, en fait, il y a ce qu'on appelle les aménorrhées hypothalamiques, c'est-à-dire que le cycle ne fonctionne plus, on n'a plus ses règles, tout simplement. Ou alors, une fois tous les 100 jours, moi j'avais mes règles 3 fois par an, par exemple. On va chez le médecin, chez le gynécologue ou la gynécologue, et toutes les analyses sont bonnes. Il n'y a aucun problème. Bien souvent, ça va être le signal. Donc, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique. En gros, l'aménorrhée, on n'a pas compris ce qui t'arrive. Hein, c'est juste la traduction. Et en fait, le cycle menstruel est un lanceur d'alerte dans ces cas-là. Il est en train de nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas et que notre corps n'est absolument pas prêt. Notre corps, en très très bon accord avec notre cerveau, hein, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas que le corps, n'est pas en capacité de se reproduire et donc à bloquer la fonction reproductive. Donc ça, il peut y avoir plein de raisons, des raisons alimentaires, des raisons, bref, plein de raisons. Mais le stress est le premier perturbateur endocrinien. Donc, quand on se rend compte que son cycle ne fonctionne pas bien, déjà, ça peut être un bon moyen de se dire « Ah, zone d'alerte !» Tu vois. Il se passe quelque chose. Oui, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas enseigné aux jeunes filles très tôt, parce que ça serait un bon moyen de se dire « Tiens, mon corps, a priori, va pas très bien. » Et je me rappelle que le stress est le premier perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, selon moi, c'est que justement, le burn-out, c'est cette notion où à un moment, on est sur le tapis roulant et on est toujours à fond jusqu'au moment où ça tombe. Et il y a vraiment cette phase où on est à bloc, c'est la phase de déni du burn-out. Moi, je dis souvent, si tu me dis que tu vas faire un burn-out, c'est que c'est cool, il y a peu de chances que tu en fasses un. Parce que je me souviens très très bien que dans cette phase-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont arrêtée en me disant « Gaëlle, ça n'a pas l'air d'aller, etc. » Et je disais « Mais si, tout va très très bien. » Jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où tout s'est arrêté, je disais « Tout va bien. » Et même en pleurant devant le médecin, je dis « Non mais ça va aller, demain j'y retourne. » Donc je me souviens très très bien de cette zone de déni. Et quelque part, le cycle menstruel, il peut nous aider parce que on peut se rendre compte, si on le suit, qu'on n'accepte plus de se poser. Parce que ça devient dangereux de se poser. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, si j'acceptais de lâcher, du coup, même pendant les vacances, sur les dernières vacances, je continuais de bosser parce que quelque part, il y avait un truc qui savait en moi que si j'acceptais de lâcher, il y avait tout qui s'effondrait.
Ben voilà, si on sent que cette énergie, elle est toujours constante, malgré le cycle menstruel qui est présent, si on sent qu'il n'y a pas du tout de fluctuation, ça vaut le coup de se poser les questions sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on n'est pas sur un tapis roulant qui nous emmène vers le burn-out? Donc Mm. voilà, en termes d'alerte préalable, à mon sens. Et la troisième, qui est intéressante aussi, qui va un peu dans la même énergie que ce que je viens de te dire, c'est les personnes qui te disent, moi, l'énergie remonte jamais. Ah oui, là, ils sont Je sens épuisés, ils jamais. sont Voilà, déjà en phase d'épuisement. exactement. Donc, je sens qu'il n'y a jamais cette accélération. Donc, je disais la phase des œstrogènes. Donc, c'est l'énergie qui remonte après les règles, qui est donc l'augmentation des œstrogènes. Et c'est vraiment normal d'avoir cette énergie qui remonte. C'est physiologique. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui me disent l'énergie ne remonte pas. Alors, ça peut arriver hein, qu'on ait quelques cycles dans l'année où le corps il a juste besoin de se reposer et c'est complètement OK que ça ne remonte pas. Maintenant, moi, je considère qu'à partir de 3 cycles de suite où il n'y a aucune remontée d'énergie après les règles, a priori, c'est les énormes warnings qui sont lancés. Alors, ça peut être des carences, physiologiques, et ça peut être un épuisement. Et souvent, c'est un mix des deux. Donc voilà, et ça, c'est pareil. Ça, c'est des warnings. C'est encore une fois un lanceur d'alerte. Donc, le cycle qui est bloqué, le fait qu'on ne se repose pas en période d'énergie basse, le fait que l'énergie ne remonte pas, tout ça, c'est des gros warnings qui devraient s'allumer et qui devrait s'allumer même chez les médecins. Ces questions devraient être posées parce que pour moi, c'est un moyen de commencer à poser un diagnostic avant qu'on soit dans le mur. Et on sait, toi et moi, certainement que ce mur est tellement violent que si on avait pu l'éviter, ça aurait pu être une chose Ouais. intéressante. Donc, au final, pour conclure cette interview, si tu avais 3 conseils à donner aux lecteurs de Partage ton burn-out, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, j'ai envie de dire aux lectrices, du coup, de Partage ton burn-out, de prendre contact avec leur cycle menstruel. Tu vois, c'est presque ça. On va se passer un petit coup de fil, toi et moi, on va se connaître, on va apprendre, parce que c'est une ressource inouïe qui nous a été offerte et qu'on a appris à pirater. Et que si, en plus, vous êtes passé par un burn-out et que vous avez très peur d'y retomber, alors, le cycle menstruel, moi, ça a été mon sésame. Donc, j'ai envie de dire, voilà, prenez contact avec vos burn-out, pas votre burn-out, quoique ça vaut le coup aussi, mais prenez contact avec votre cycle menstruel parce que c'est une super aide et c'est un soutien. Le deuxième conseil que j'ai envie de donner, c'est de tomber le masque, de se rendre compte que plus on accepte ce qu'on est au quotidien, y compris dans nos ups et y compris dans nos downs, et bien finalement le reste de notre entourage se met à l'accepter. C'est tant que nous-mêmes on l'accepte pas qu'on se le reprend un peu en pleine figure. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, là j'ai vraiment pour ma part tombé complètement les masques et ça m'aide énormément au quotidien à garder de l'énergie aussi, à sauvegarder de l'énergie. Donc voilà, puis la dernière chose, c'est de consulter des sites comme le tien ou d'autres pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, que oui, le post-burnout, c'est un peu la galère, mais honnêtement, on s'en sort très très bien et on peut avoir une vie post-burnout. Moi, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise épanouie et je m'éclate là-dedans et je pense que le burnout a été une de mes meilleures chances. Encore une fois, je ne la souhaite pas, mais en même temps, elle a été une de mes meilleures chances. Donc voilà, d'embrasser ce caillou qui s'est mis sur notre route, ce rocher ou cette montagne en fonction de chacun et chacune pour avancer plus loin. Oui, finalement, même après le burn-out, on peut créer quelque chose, on peut aller de l'avant et avoir une vie superbe et peut-être même encore mieux, puisque plus ajustée et plus en accord avec nous-mêmes. Ah c'est clairement ça. Et donc aujourd'hui, pour les personnes qui se sont trouvées passionnées de ce que tu viens de leur dire, qui ont envie d'en savoir plus, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, en fait, on peut taper Kiffe ton cycle un petit peu partout. Donc, Kiffe avec 2 F, E et ton cycle comme un vélo. Mais ça n'est pas de celui-là dont on parle, on est d'accord. On peut retrouver Kiffe ton cycle. Il y a le site internet kiffetoncycle.fr sur lequel je propose une formation en ligne qui dure 8 semaines pour les femmes pour permettre justement d'appréhender tout ça vraiment en finesse, parce que là, on y est allé avec nos gros sabots. Donc, d'appréhender tout ça en finesse. Il y a aussi une formation pour les jeunes filles qui s'appelle Kiffe tes premières règles, qui permet aux jeunes filles à partir de 10 ans, même 9 ans si elles en ont envie, de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche concrètement tout ça. Il y a le sommet du cycle menstruel qui a lieu tous les trimestres où à chaque fois il y a une thématique différente qui permet justement d'explorer en profondeur et avec différents intervenants ce qui se passe pendant ce cycle menstruel et tout ce qu'il y a autour. Donc là, on va parler pour les prochains de la puberté, on va aussi parler de contraception.
Donc voilà, et puis il y en aura encore d'autres derrière. Et puis les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Facebook Kiffe ton cycle où je mets mes états d'âme, y compris quand ça va pas. Donc vous allez voir peut-être comment ça fait de tomber le masque. Donc Instagram et Facebook. Voilà, et c'est toujours Kiffe ton cycle, donc c'est assez facile. Super, merci beaucoup Gaëlle. J'ai vraiment été ravie de partager cette interview avec toi et de toute la richesse que tu nous apportes. Merci beaucoup Astrid, c'était un grand plaisir et merci de parler du sujet du burn-out.